bienvenue dans votre émission L'heure des questions sur rmiinfo.com. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Baye Tidiane Diagana, qui est une sociologue très connue aujourd'hui, qu'on ne présente plus en Mauritanie, qui sera là pour nous parler d'un sujet qui est très important et qui l'intéresse particulièrement, qui va être les femmes et le travail. Donc, je vous laisse, Baye Tidiane Diagana, vous présenter rapidement, dire un petit mot aux personnes qui nous regardent, à nos internautes. Hello, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui suivent RMI Info. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Eh bien, je remercie RMI Info pour l'invitation. Donc, c'est pour moi un grand plaisir, franchement, de participer à ce débat comme invité. Et aussi, c'est l'occasion de saluer le grand travail que fait RMI Info. Personnellement, je fais partie des personnes qui croient fortement au débat, donc aux échanges. Et pour moi, à travers cela, il peut y avoir des changements, donc à travers l'éveil simplement des consciences. Donc, j'encourage RMI Info dans cette perspective, malgré que parfois c'est pas évident, mais franchement, je félicite et j'encourage RMI sur cette lancée. Et merci Sal, donc je suis vraiment honorée de partager ce plateau virtuel, je dirais, donc avec vous. Ben, écoutez, tout l'honneur et pour moi, en tout cas, nous, Rémi, on est très contents, très fiers de vous recevoir. Mais voilà, sans plus tarder, on va parler de notre sujet qui, je pense, est très intéressant et très important, qui est la femme et le travail. Ben, aujourd'hui, quelle est votre perception justement autour de ce sujet? En Mauritanie plus particulièrement. Oui, en fait, là actuellement, on voit que sur le terrain, il y a des avancées quant à la question, donc quant à la thématique de femmes et travail en Mauritanie, parce que s'il faut un peu faire un rappel historique, si je peux l'appeler ainsi, afin de comprendre cette traçabilité que la femme mauritanienne connaît dans tout ce qui concerne son insertion professionnelle. Donc, je dirais simplement que à la base, la conception des rapports de genre fait de telle sorte que la femme mauritanienne, qu'elle soit négro-mauritanienne ou morte, tout simplement, la conception des rapports sociaux de sexe fait que la femme reste au sein de ce qu'on peut appeler la sphère privée. Donc, ce qui veut dire que son rôle a toujours été, du coup, de s'occuper de son foyer et aussi de s'occuper de l'éducation donc de ses enfants. Ce qui veut dire que la femme, elle est préparée de le bas âge, ce qu'on peut appeler la socialisation primaire en sociologie. Donc, elle est préparée à se marier. Et au niveau de la phase secondaire, de la socialisation secondaire, donc simplement, elle se marie. Alors, ben, on ne vous entend plus. Je pense qu'on a un problème. Donc, je pense qu'on a... Vous m'entendez? Ça a coupé. On a coupé une petite coupure, mais là, c'est bon. On vous entend de nouveau. Ok, donc je sais pas là où je me suis arrêtée. Bon, je continue de toutes les façons. Donc, je disais que par rapport à tout ce qui se passe quant aux questions donc de genre, on voit qu'à la base donc la conception des rapports de sexe, donc cette conception fait que la femme elle est toujours restée confinée dans la sphère privée. Donc dès le bas âge, on prépare la femme à devenir une femme mariée plus tard, à devenir une... Donc, du coup, ça veut dire qu'elle quitte la maison familiale pour atterrir dans une autre familiale et les responsabilités demeurent les mêmes, quoique c'est à une échelle différente. Là-bas, elle est apprentie et là, vraiment, donc, elle est devenue professionnelle. Elle doit mettre en exergue tout son apprentissage, donc, reçu durant tout simplement, on va dire, la socialisation primaire. Donc, cela a fait qu'elle est restée dans le cadre à s'occuper de son foyer et de l'éducation de ses enfants. Donc, ça, c'est la conception basique, traditionnelle, donc de la femme. Et cela concerne à la fois la société morte comme la société négro-mauritanienne. Parce que moi, je trouve que c'est toujours important de montrer les diverses réalités qui peuvent permettre de comprendre pourquoi la femme de telle composante ou de telle communauté est plus impliquée, contrairement à une autre
femme. Donc, ça permet toujours de mieux comprendre. Donc, à travers cela, la femme est toujours restée confinée dans la sphère privée. Mais de nos jours, avec tout ce qu'il y a, avec la mondialisation, avec la scolarisation des filles, avec les droits de l'homme, avec la modernité, avec le contact avec le monde externe, extérieur, qui n'est pas que ce milieu géographique fermé. Donc, du coup, tout cela a amené les femmes mauritaniennes à se scolariser davantage, à étudier davantage, et même de l'autre côté aussi à travailler, qu'elles aient étudié ou pas. Donc, on peut dire que là, on assiste vraiment à une certaine évolution, donc on va dire professionnelle, donc, effectivement, donc de la femme mauritanienne. Elle est retrouvée dans le secteur privé, fait allusion par exemple aux professions libérales, quoique elles ne sont pas du tout nombreuses, c'est vraiment un petit bout donc de femmes. Elles sont retrouvées aussi dans le domaine, on peut dire, dans le secteur privé de façon générale, tout simplement, et aussi au niveau du secteur public. Elles sont retrouvées dans le gouvernement, donc à travers les ministères, au sein donc de l'Assemblée nationale, au sein des mairies, etc., entre autres. Donc cela montre qu'il y a une certaine évolution donc de la femme mauritanienne quant à la question justement du travail. Après, il ne faut pas s'arrêter à cet aspect superficiel. Je fais allusion à tout ce que je viens de citer en termes d'avancée justement, parce que il est important de creuser très bien afin de comprendre franchement est-ce que ces femmes sont là par mérite, est-ce que ces femmes sont là parce qu'on croit que les femmes doivent vraiment travailler, ou est-ce qu'elles sont simplement là pour décorer ou pour orner joliment le décor. Voilà, pour des questions de quotas. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette question de mérite, parfois, elle se pose. À cause de certaines stigmatisations, on dit si une femme occupe ce poste, c'est parce qu'elle a un bras long, pas forcément qu'elle le mérite. Et entre guillemets, je vais être un peu cash même. Certains vont aller même jusqu'à parler de promotion canapé, entre guillemets encore. Mais on a aussi ces stigmatisations de la femme dans le milieu un peu du travail professionnel. Moi, je vais revenir un peu aussi par rapport à ce que vous disiez, à l'éducation. Donc, cette préparation psychologique, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, je suis pas sociologue, mais cette préparation sur le fait qu'une femme, elle est faite pour être une bonne épouse, pour être une bonne mère, qu'une vraie femme, j'ai envie de dire, c'est celle qui saura bien cuisiner, qui saura bien faire le ménage, qui saura bien repasser, et sans forcément prendre souvent en compte le fait que de dire à une femme, il faut bien étudier, il faut se concentrer sur ses études, il faut savoir être indépendante. Aujourd'hui, c'est plus, on nous apprend la soumission, dépendance, tant financière que intellectuelle. Est-ce que ça, moi je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai frein. Donc c'est vrai que ça commence à changer. Nos internautes nous en excuser. Donc, je présente mes plates excuses. C'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Donc ils comprennent. Ils comprennent, j'espère en tout cas. Et on va reprendre sur le point où on a été. Je sais plus à partir de quel moment on a été coupé. Mais voilà, je disais qu'aujourd'hui, on nous apprend plus à être dépendante, tant financièrement qu'intellectuellement. On nous apprend à être la bonne épouse, la bonne future mère, mais pas forcément à être indépendante, à étudier. Et ça dès le très bas âge. Donc, et souvent, voilà, les filles, on va à l'école, on revient, on doit s'occuper du ménage, on doit apprendre à cuisiner, tout simplement. Et on est vraiment limité et on est jugé par rapport à ça plus que par rapport à nos résultats d'école. Effectivement. Donc voilà ce que je disais. On dit qu'aujourd'hui ça change, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même resté, c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre société mauritanienne. Donc moi je voulais que tu nous éclaires un peu d'un point de vue sociologique sur cette éducation,
sur ces facteurs aujourd'hui que vivent beaucoup, je pense, encore de filles mauritaniennes. Oui, en fait, moi, je dirais que on ne peut pas dire que les choses n'ont pas avancé. Les choses ont avancé. La preuve est que moi, en tant que femme soniquée et qui connaît la société soniquée, c'est que c'était très conservatrice. Donc, moi, je suis là, je parle du genre, etc. C'est ce qui était impensable il y a de cela, je dirais, un quart de siècle, pour ne pas dire un siècle. Donc, ce qui n'était pas accepté d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose pour vous. Les femmes restent dans leur culture. Une femme doit être pudique, etc. Et tout ce qui va avec et tout. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc qui ont changé. Donc, je pense que ces avancées notoires, je dirais, sont à prendre en considération. Mais cela n'empêche pas de continuer à tirer la sonnette d'alarme et de continuer à dire qu'il faut scolariser les filles. Il faut essayer de changer une façon de penser, une façon d'être, une façon de se comporter. Et cela va amener plus de filles et de femmes à se scolariser et à travailler et à épouser de plus en plus le monde extérieur, le monde public, si je peux le dire ainsi. Donc, à sortir un peu du monde, de la sphère privée. Donc, je veux dire. Donc, il s'agit là donc des avancées qu'il faut souligner. Il faut le dire. Quoique on reste prisonnières, nous les femmes, on reste prisonnières des préjugés sociaux, des stéréotypes sociaux, et tout cela, ça fait que on ne peut pas avancer, évoluer comme on le veut, pas en tout cas au même titre que les hommes. La preuve en est que sur le terrain politique, cet écart important s'explique certes par ce fardeau social, ces pressions socioculturelles, mais aussi par justement cette liberté que l'on n'a pas au sein donc de la conception même des relations de genre, et cette absence de liberté et de disponibilité explique un peu les réalités du terrain. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres obstacles qui s'inscrivent dans cette perspective également, mais comme on parle de cet aspect, donc il est important donc de le dire. Les choses ont évolué, mais il y a toujours un travail à faire, parce qu'aujourd'hui, même quand on travaille, on est obligé de concilier donc la vie professionnelle et la vie familiale, ce qui n'est pas du tout évident. On passe toute une journée à travailler, on revient à la maison, on est fatigué, on est cassé, comme on dit, pour parler comme les jeunes. On est claqué, donc du coup, et là, on est obligé après donc d'être de service à nouveau. Donc, oui. Quoique socialement, ce travail n'est pas trop reconnu, malheureusement. Donc, oui. Quand tu es à la maison, les femmes se réveillent avant les hommes, elles dorment après les hommes et après les enfants, après tout le monde. Mais très souvent, cela est considéré comme, cela n'est pas considéré du tout. Donc, qu'est-ce qu'on dit? De toutes les façons, tu ne fais rien. De toutes les façons, toi, tu étais là, moi, je t'ai pas travaillé. Travailler, effectivement. Tu as passé toute la journée ici. Effectivement. Donc, alors que c'est un travail à temps plein. Hein. Plus qu'à temps plein. De la maison, oui. Les femmes se réveillent avant les hommes. Elles font le petit déjeuner. Elles servent les hommes, les enfants. Tout le monde part au boulot. Elles restent à la maison. Elles balayent, elles nettoient, elles repassent, elles font le linge. Elles font la cuisine. Elles partent faire le marché. Elles reviennent faire la cuisine. Les gens descendent. Les membres de la famille descendent de leur lieu de travail ou de l'école. Ils mangent. Ils terminent. Elles Donc, du coup, elle continue pendant que ces gens se reposent. Les autres regardent la télé, la télévision aux hommes. Pendant que les enfants regardent la télé, jouent autres. Elle continue, elle enchaîne avec le dîner et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour montrer qu'elle est là, certes, à l'intérieur de la maison, mais elle passe tout son temps à travailler. Ben oui. Et c'est un travail comme vous disiez qui est pas reconnu, parce que on aura droit à des réflexions de sorte t'as rien fait, tu fais rien, c'est moi qui travaille. Alors que si effectivement cette femme ne faisait rien, alors quel serait l'état de la maison, tout simplement. Il y a ce point-là, mais il y a aussi aujourd'hui un point qu'il faut souligner, c'est de dire aujourd'hui que en fait la réussite de la femme dépend de son statut. Je vais reprendre le terme wolof qui dit taroudigen seile ou encore en poulard. Alors je suis désolée, je pourrais pas le dire en soniqué. Mon soniqué n'est pas top. Qui dit faro debbo ko dewgal. Effectivement, on a une culture qui nous pousse. C'est pas quelque chose qu'on rejette. L'idée n'est pas d'aller à l'encontre du mariage, mais de dire aujourd'hui qu'une femme peut s'épanouir professionnellement et il peut réussir. C'est de ne pas conditionner la réussite de la femme juste à son statut.
mais de se dire que voilà, une femme peut décider d'être indépendante. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs, il y a des femmes qui ont fait des grandes études, il y a des femmes qui travaillent et qu'il faut souligner cette réussite-là et ne pas juste se limiter à son statut. Et de ton point de vue, toujours de sociologue, comment aujourd'hui cela peut, comment le formuler? Alors, quel poids justement cela peut constituer dans la conscience justement d'une jeune fille qui aujourd'hui au lycée qui a envie de se concentrer sur ses études, mais à qui on va dire bah tous tes amis sont mariés, il faut que tu te maries parce que peu importe le niveau d'études que tu vas atteindre, peu importe le salaire que tu vas gagner, peu importe ton statut professionnel, tant que t'es pas mariée, t'es pas importante. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faudrait faire? Moi, je pense que, en fait, la première des choses qu'il faut faire avant même que les jeunes filles n'atteignent l'âge du mariage, c'est de les encadrer, de les accompagner, de les scolariser afin qu'elles étudient. Ce point est très important. Et aussi, il faut faire comprendre à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes, que le mariage, quand ça arrive, c'est bon. Quand ça arrive pas, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde. Et comme vous l'avez si bien dit, Sal, nous sommes dans une société où, quand tu atteins un certain âge, déjà, on commence à te mettre la pression. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Toutes tes copines se sont mariées. Tu as atteint l'âge de te marier. La finalité n'est pas ce monde scolaire dans lequel tu es. Le travail, oui, mais il te manque toujours quelque chose. Donc, on passe tout notre temps à faire comprendre à cette pauvre jeune fille, donc du coup, qu'il lui reste quelque chose. Et finalement, ça se répercute même sur elle, psychiquement. Ça se répercute sur elle et ça la conditionne. Et si on ne fait pas attention, elle peut se lier matrimonialement au premier venu, tout simplement. Parce qu'il y a la pression sociale, parce que parfois aussi, il faut reconnaître que la pression sociale, ça déstabilise, on peut dire, et ça fait que la personne fasse des choix qui... Elle perd confiance en elle, je pense aussi. Ça peut entraîner une perte de confiance. Du coup, effectivement, à un moment donné, elle va se remettre en question. Bien sûr. Je pense que souvent, c'est une des raisons des échecs scolaires et même professionnels de certaines femmes. Alors, juste pour introduire un peu, dire à nos internautes qu'ils peuvent réagir, ils peuvent interagir, poser leurs questions, donner leur point de vue en commentaire. On les suit de très près s'ils veulent participer. Je pense qu'il y aurait pas mal de personnes qui seraient intéressées. Oui, et en attendant que les questions soient posées, et aussi, Sal, tout à l'heure, vous avez parlé de dépendance économique et intellectuelle. Il faut noter que ces deux aspects sont très, très importants dans la mesure où ça permet à la femme d'être autonome, indépendante à tous les niveaux et sur tous les plans. Et c'est très important qu'une femme puisse se prendre en charge et puisse avoir cette autonomie intellectuelle, penser par soi-même, décider par soi-même, se prendre en charge aussi. Et cela va éviter beaucoup de choses. Va éviter beaucoup de choses dans la mesure où on voit qu'il y a beaucoup de difficultés que les femmes rencontrent. Là, je fais allusion aux femmes qui sont abandonnées par leur mari, des femmes qui se réveillent du jour au lendemain avec des enfants, qui ne voient plus leur mari, des femmes qui ont été divorcées, qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Et très souvent, malheureusement, une bonne partie de ces femmes, malheureusement, n'est pas autonome financièrement parlant. Il s'agit de femmes avec un bas niveau d'études ou avec des femmes ayant un bas niveau d'études ou des femmes qui n'ont pas du tout un certain revenu au retour économique, parce qu'elles ne travaillent pas, elles sont dépendantes sur tous les niveaux, à tous les plans, à tous les niveaux, et cela se répercute fortement sur elles, sur leur devenir et tout. Donc, d'où l'importance vraiment d'être autonome financièrement parlant, économiquement parlant. Même si elle n'a pas étudié, elle peut travailler. Oui. Elle peut travailler. Il n'y a pas que les études, il y a des femmes qui réussissent et tout alors qu'elles n'ont pas été à l'école. Et je pense que cela est très important. Donc, l'autonomisation économique est un aspect très important dans la vie donc de la femme. Il faut donc le souligner et le dire et le redire. Et parfois, les femmes se retrouvent opprimées dans leur foyer, si je peux le dire ainsi. Elles veulent quitter, elles ne peuvent pas quitter parce que tout simplement, elles sont prises en charge à tous les niveaux et du coup, elles sont obligées de rester malgré elles. Alors, effectivement, vous avez souligné deux points importants, très, très importants. Je pense que le premier, même si tout était très intéressant, le premier, c'est aujourd'hui ces femmes
qui ne sont pas épanouies dans leur vie de couple, mais qui sont obligées de rester. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ont peur d'un point du regard que la société portera sur elles. En tant que femme divorcée, on est mal vu, on est rejeté, on est vu comme étant la fautif, quelles que soient les raisons du divorce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on se voit pas retourner chez ses parents et redevenir dépendant de ses parents. Donc, on n'a plus de place là-bas parfois. Oui, effectivement. En quittant, on était seuls, et là, en retournant, on revient avec 2, 3, 4 gosses et tout. Effectivement. Les belles-sœurs ont pris la place et tout. Donc, parfois, finalement, ce n'est plus l'endroit où on a quitté, ce n'est plus dans cet endroit que l'on retourne. C'est important de souligner cela. Et aussi, quand vous dites que les femmes se retrouvent dans l'étroit, il faut souligner que cela est beaucoup plus présent chez les négro-mauritaniens que chez les Maures, parce que chez nous, chez les négro-mauritaniens, le divorce est mal perçu, la femme divorcée est dévalorisée, est mal perçue. Par contre, chez les Maures, la femme divorcée, traditionnellement, c'est une femme qui est aimée, choyée, convoitée, chérie. Effectivement. D'ailleurs, il y a une fête. Ce qui est amusant, ce qui m'avait surpris la première fois d'ailleurs que je l'ai vu, mais effectivement en fonction de la culture et tout, donc cette vision elle change, on va dire ça. Mais voilà, pour revenir toujours sur cet aspect, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de femmes, même battues, sont obligées de rester chez leur mari, donc ce qui provoque des violences conjugales. Je rebondis sur ce sujet parce que je pense que tout ça est lié parfois. Donc cette dépendance cet homme va penser avoir plein pouvoir, être possesseur de cette femme juste parce que financièrement c'est lui qui se charge d'elle. Donc, ce qui crée vraiment ces situations que vivent certaines femmes difficiles. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, cette femme qui ne travaille pas et pourtant, lorsqu'il y a séparation, on laisse les enfants à sa charge. Donc, souvent, quand il y a une séparation, c'est la femme qui garde les enfants. Mais cette femme, elle ne travaille pas. Et aujourd'hui, on n'est pas comme dans certains pays d'Europe où l'homme est obligé de payer une pension alimentaire à son ex-épouse avec qui elle a des enfants ou pas. En Afrique, d'une manière générale, et plus particulièrement en Mauritanie, il n'y a pas ces dispositions, ce qui fait qu'on laisse une femme s'occuper des enfants sans avoir aucune ressource, et ça crée aussi de plus en plus de précarité, que ce soit pour les enfants, filles ou garçons. Les répercussions sont énormes, donc ça peut causer la déscolarisation, filles ou garçons, même si c'est plus souvent chez les filles, parce que la fille, forcément, elle a besoin de plus d'encadrement, de plus d'avoir confiance en elle, et du coup, tout ça est forcément lié à cette dépendance. Effectivement. Ce que vous dites, c'est une réalité. Donc, quand on ne peut pas partir, quand l'homme sait que de toutes les façons, vous n'allez pas partir, eh bien, du coup, il continuera donc à vous violenter. Parce qu'il sait que vous n'avez pas de revenus, que vous ne voulez pas retourner, que vous êtes dépendante à tous les niveaux. Donc, il fera ce qu'il a à faire. Et là, c'est l'une des causes, d'ailleurs, comme vous le dites si bien, qui explique que le fait que certaines femmes battues restent dans leur foyer parce qu'elles n'ont pas là où aller, parce qu'elles se posent des questions. Et aussi par rapport à cette violence économique dont vous faites allusion, que j'ai souligné aussi tout à l'heure. En fait, en Mauritanie, le code du statut personnel mauritanien, la religion mauritanienne qui est l'islam, les différentes cultures socio-communautaires mauritaniennes, à la fois chez les négro-mauritaniens que chez les Maures, et j'en passe, le tout, toutes ces cultures et tous ces textes obligent l'homme de prendre en charge ses enfants en cas de divorce et même en cas de mariage. Mais malheureusement, dans la pratique, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe toujours. Donc, beaucoup de femmes partent se plaindre au niveau de l'AFCF, du MASEF, au niveau aussi des tribunaux communaux, des tribunaux territoriaux, donc communaux plutôt. Et du coup, pour cette question de pension alimentaire, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de femmes sont dépendantes, donc traditionnellement, elles ne travaillent pas, elles sont à la charge de l'homme. Et du coup, une fois qu'il y a divorce, donc elles sont obligées, donc parfois, pas toutes, mais d'aller se plaindre. Parce que aussi, c'est mal vu, mal perçu de se plaindre et chez les Maures et chez les négro-mauritaniens. Et si de son ex-mari, de traduire son mari devant les tribunaux. Bien sûr, traduire son mari devant un cadi, au tribunal et tout, c'est très mal perçu. Chez les Maures, ça dévalorise, ça rabaisse la femme et sa famille. Chez les négro-mauritaniens, c'est mal vu que tu partes porter plainte contre le père de tes enfants ou ton mari. Donc,
cette notion de honte et tout, donc ça fait que les femmes, elles ne partent pas porter plainte. On retrouve plus après, en fonction des réalités socio-culturelles et tout, on retrouve plus certaines communautés, contrairement à d'autres communautés, au niveau de ces différentes institutions que j'ai citées, où on peut porter plainte contre une violence. Oui. Alors, du coup, effectivement, c'est ce qui est fort dommage, hein, parce que je ne vois pas pourquoi on devrait pointer du doigt la personne qui va se plaindre parce que monsieur ne veut pas prendre la charge de ses enfants, participer au moins à la charge de ses enfants et que la femme n'a pas le droit justement d'aller s'en plaindre. Je vais juste je vois que nos internautes ont envie de participer. Donc, on a Monsieur Mamadou Mal qui dit que les femmes mauritaniennes devraient être plus formées, car dans l'histoire, on a remarqué que les pays ont souvent évolué quand la femme était instruite. Effectivement. Donc, je pense que c'est tout à fait parce que tu l'as souligné au début de cet échange, vous l'avez souligné au début de cet échange quand vous parlez justement de l'éducation des enfants. Parce qu'à la maison, souvent les hommes, alors je ne fais pas un procès d'intention à tous les hommes mauritaniens, mais souvent on rentre du travail où on est fatigué et on va se reposer, la télécommande, regarder un match de foot. Donc, tout ce qu'il y a derrière, c'est à la femme de s'en occuper, de voir si les enfants sont à l'école, s'ils ont été absents, s'ils ont des devoirs. Et forcément, moi, je pense que Monsieur Mal a raison de souligner que quand une femme est instruite, bah forcément, la société, elle évolue parce qu'elle est vraiment une partie prenante. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est elle qui reste avec les enfants. Donc, enfants, c'est-à-dire garçons et filles, c'est elle qui les éduque. Donc, quand elle est instruite, elle donne plus. Elle donne plus à travers l'éducation. Au-delà de tout ce travail basique qu'elle fait, même quand elle n'est pas instruite, elle donne beaucoup. Mais quand elle est instruite, elle donne encore plus. Elle peut suivre ses enfants, les encadrer, les aider, les booster, etc. D'autant plus qu'elle passe plus de temps avec ses enfants. Elle les encadre plus. Donc, elle a une relation plus étroite donc avec ses enfants, contrairement à l'homme tout simplement. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment, c'est une réalité. Et il y a Monsieur Sam Dongo qui dit que la femme mauritanienne n'est pas le problème. C'est plutôt les hommes, car j'ai vu beaucoup de mariants de jeunes filles les poussant à abandonner les études. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit, mais là c'est un autre point aussi à souligner, car certaines femmes ou jeunes filles font des études, leurs parents les poussent à faire les études, et ils le font, mais une fois qu'ils sont mariés, on dit qu'ils sont à la responsabilité de leur mari et ces derniers peuvent se permettre tout simplement de les demander d'abandonner les études pour X ou Y raison et parfois sans même cause valable, ce qui fait que la femme ne peut pas s'opposer ou en tout cas ne se voit pas s'opposer à ce que dit son mari et même s'il y a un problème, on leur dit souvent, voilà, c'est ton mari qui décide, il a décidé que on arrête les études, tu arrêtes les études. Ce qui est effectivement un vrai problème. Je pense qu'on devrait aussi sensibiliser les hommes dès le très bas âge, les apprendre à aider les femmes. Quand je dis aider, mais vraiment à les faire participer plutôt, tant dans les tâches ménagères de la maison. Donc, je pense que les parents doivent, tout comme ils font participer les filles aux tâches ménagères à la maison, c'est de faire participer également les hommes. Parce que pour moi, le jeune garçon revient de l'école, pose ses cahiers, va jouer au ballon ou va regarder la télé, et la jeune femme revient de l'école, pose ses cahiers, mais va cuisiner ou faire le ménage. Moi, je suis pour une éducation, équitable, hein, si je peux le dire, si je veux équitable entre guillemets. Donc, éduquer les garçons et les filles de la même manière. Donc, les amener à faire les travaux, les tâches, à effectuer les tâches ménagères. Donc, du coup, de la même manière, à les rendre autonomes. Pour moi, ça fait partie de la formation, justement, des petits garçons et des petites filles. Donc, quand l'homme sait faire à manger, se prendre soin d'une maison et tout ce qui va avec et tout, eh bien, quand le garçon l'apprend, il l'apprend plus
il grandit avec, qu'il reste avec ses parents, qu'il voyage, qu'il parte ailleurs ou pas, il est obligé de le faire. Et nos hommes qui quittent la Mauritanie, qui vont ailleurs, où ils ne faisaient rien ici, quand ils vont en France, au Maroc, au Sénégal ou ailleurs, eh bien, ils se retrouvent à tout faire. Là, ils ne savent pas comment faire, mais ils vont se débrouiller, ils vont l'apprendre. Mais quand ils sont là, ils ne le font pas. Donc, c'est très dur pour eux au début. Je suis parfaitement d'accord. Il faut impliquer les garçons et les filles dans les tâches ménagères de le bas âge et qu'ils grandissent avec ça. Et aussi, il faut cultiver les garçons dans cet esprit de non-violence. Donc ça, c'est très important. Parce que parfois, c'est nous les femmes qui éduquons ces garçons. Parfois, au-delà même de cette pression, de la responsabilité sociale, parfois, c'est nous-mêmes qui amenons de manière consciente ou inconsciente les garçons à être violents à travers certains propos qu'on peut dire dans nos maisons. Donc, un homme coûte cher, un homme, un être qui a beaucoup de valeur. Avoir un mari, c'est mieux qu'avoir une petite fille, alors qu'un enfant reste un enfant. Oui, à travers toutes ces expressions, l'homme, d'une manière ou d'une autre, se donne une certaine importance et se dit que du coup, qu'il est supérieur à la fille, à la femme. Donc, dès le bas âge, il faut faire attention à la façon dont on socialise nos enfants et à les amener donc à ne pas adopter cette culture de violence, justement. Donc, c'est important. Parce que aussi, la violence, parfois, elle est culturellement acceptée dans certaines sociétés, comme la société négro-mauritanienne. Effectivement. Chez les morts. Effectivement, malheureusement, cette violence, comme vous l'avez dit, hein, c'est dès le très bas âge. Hein, on fait comprendre à la fille que l'homme, ton frère, est supérieur à toi. Que ton frère, on fait comprendre à la femme qu'il faut avoir un garçon, tout simplement, parce que c'est mieux qu'un garçon coûte cher, qu'un enfant garçon coûte cher, que alors qu'aujourd'hui on voit des femmes fortes, on voit des femmes faire autant de choses que des hommes. Donc moi je ne sais pas, hein, mais c'est plutôt une question que je pose. Je pense que c'est ici peut-être dans le passé ancestral qui était plutôt sur la monarchie, où effectivement il fallait avoir un héritier homme pour comment dire, pour accéder à un héritage au royaume. C'est une question que je me pose, d'où nous vient justement cette culture de dire qu'avoir un fils, c'est mieux que d'avoir une petite fille. Je ne saurais te dire franchement l'origine. Moi, je dirais seulement qu'on peut l'expliquer par des raisons sociologiques, si je peux le dire ainsi. Donc, qui fait que, comme je viens de le dire, dans la conception des relations de genre, on montre à l'homme qu'il est plus important, il est plus valeureux, etc. Donc, que sa naissance est plus importante que celle de l'homme, que sa vie, à la limite, est plus valeureuse et plus importante que celle de la fille. C'est ce qui se passe de façon consciente ou inconsciente. Donc, quand on a un garçon, tout le monde est content. Ou bien quand la femme accouche, par exemple, en soniqué, on souhaite à ce que l'enfant suivant soit un garçon. Donc, c'est une forme donc de bénédiction donnée, par exemple, au couple qui vient d'avoir un enfant. Donc, tout ça montre d'une manière ou d'une autre donc l'importance du garçon. Donc, dans la société, par exemple, négro-mauritanienne, on peut l'expliquer, par exemple, à travers la force, comment je peux dire, oui, à travers la force. Là, je fais allusion surtout au travail manuel, donc notamment à l'aspect agro-pastoral, donc les travaux champêtres et tout. Donc, où on avait besoin des hommes, des garçons pour faire certains travaux et tout, pour aussi se battre, pour aussi comment sécuriser, si on peut le dire, l'espace communautaire, etc. et tout. Donc, du coup, cela pouvait s'expliquer d'une manière ou d'une autre par ces différentes activités confiées. Mais après, du coup, d'où ça vient exactement et tout, moi, je pense qu'il faut juste l'expliquer par les relations de genre, tout simplement, et ça facilite mieux la tâche. D'accord. Alors, moi, je veux revenir juste sur les interventions de nos internautes. Il y a aussi Monsieur Mamadou Mal qui intervient de nouveau et qui a souligné un point sur lequel je vais revenir, qui dit que la femme mauritanienne doit être plus vue en tant qu'entrepreneur et voir des femmes qui embauchent des femmes pour lui inciter d'autres femmes à comprendre qu'elles peuvent être une vraie activité dans la société, une vraie actrice dans la société. Alors, c'est un point très important, ce point de femme entrepreneur,
Parce que c'est vrai qu'on voit souvent, on considère souvent entrepreneur, c'est celui qui a créé une grande société ou qui a la tête d'une holding, alors qu'aujourd'hui, moi je dirais, il y a plus de femmes entrepreneurs même que d'hommes entrepreneurs. Pourquoi? Moi, je trouve que on en parlait juste avant cet échange. Je trouve que la femme qui installe sa petite table devant chez elle avec qui vend des sandwichs ou qui vend des balbastiques dans notre terme courant, moi, je trouve que c'est une femme entrepreneuse. Parce que elle se crée un travail, elle se crée une source de revenus. Après, on n'en est pas au stade d'entreprise qui embauche d'autres personnes, mais au moins, elle a pas pu s'insérer, par exemple, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure que forcément, étude n'est pas forcément égale à réussite. C'est pas que celui qui a étudié qui va réussir. Donc, on peut réussir, on peut entreprendre, on peut travailler sans pour autant être allé très loin dans les études. Le but, et cette volonté, et d'avoir aussi cette force, quand je dis cette force, c'est vraiment ce courage de défier certains regards, d'accepter, d'affirmer son indépendance économique. Oui, Sal, ce que vous décrivez là, ces femmes que vous décrivez sont des femmes entrepreneurs. Il s'agit là de femmes entrepreneurs parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des bureaux ou autres pour être entrepreneur. Entrepreneur, c'est travailler pour soi-même, gagner sa vie sans autant travailler pour une personne. Donc, une femme qui fait la teinture, une femme qui vend de la salade, qui vend des légumes, qui vend des fruits, qui vend, comme vous l'avez dit, des beignets, des sandwichs, etc. Mais toutes ces femmes sont des femmes entrepreneurs. Une femme qui est dans le cadre de la profession libérale, comme moi, par exemple, qui a un cabinet de consulting ou autre, ça aussi, moi aussi, je m'inscris dans le cadre de l'entrepreneuriat, justement. Maintenant, il faut distinguer peut-être. Moi, par exemple, je me suis plus dans ce qu'on peut appeler, comment on l'appelle encore, la profession libérale. Parce que là, ça demande plus des compétences intellectuelles, si je peux le dire ainsi. Oui, mais de l'autre côté aussi, on a l'entrepreneuriat qui ne s'inscrit pas dans le cadre de ces professions libérales. Parce que profession libérale, on peut avoir donc, des médecins avec leur cabinet, on peut avoir des entre autres et tout. Donc, c'est professions libérales. Mais de l'autre côté, on a des femmes commerçantes qui sont des entrepreneurs parce qu'elles achètent, elles vendent, elles ont des bénéfices, elles ont leurs bénéfices, elles ne travaillent pour personne. Donc, ce sont des femmes entrepreneurs. Et ce que vous dites, vous le dites, c'est une hypothèse que vous émettez, c'est une observation que vous faites. Et moi, je vous retrouve dans cette observation. Et je suis sûre que si on fait un travail, une étude sérieuse en Mauritanie, je dirais pas forcément, mais il y a de fortes probabilités que les femmes entrepreneurs soient plus nombreuses, je suis tentée de dire plus nombreuses, tout simplement, ben oui. que les femmes qui n'entreprennent pas. Moi, c'est mon avis, j'ai pas fait d'études, mais je le pense. Ils vendent des cigarettes, des chewing-gums, un peu partout, ils vendent des légumes, du poisson. Ce sont des femmes qui s'inscrivent dans ce cadre. Qui sont dans les maisons, qui vendent des choses. C'est une façon de dire qu'elles sont très nombreuses. Même si on ne trouve pas qu'elles sont majoritaires, et peut-être qu'on va trouver qu'elles sont majoritaires, même si on ne trouve pas qu'elles sont majoritaires, mais elles vont constituer une portion très importante de femmes actives professionnellement. Mais vu qu'on n'a pas d'études approfondies, d'études nationales approfondies et sérieuses sur ces questions et tout, donc on ne peut pas franchement avancer. On ne peut pas parler avec des chiffres à la tête. Avec des chiffres, effectivement. Beaucoup de choses. Parfois, on les voit très tôt le matin. Elles se réveillent à 7h, 6h du matin avec leur seau sur la tête, leur baignoire sur la tête. Elles commencent leur journée. Parfois, elles sont là-bas jusqu'à vers le crépuscule, jusqu'à la nuit parfois. Les vendeuses de couscous, d'ongomon, comme on dit. Donc, ce sont des femmes qui entreprennent. Hein. La liste, elle est loin d'être exhaustive. Effectivement. Et qui mérite reconnaissance de ce statut de femme entrepreneur. Parce que souvent, comme je le dis, on voit entrepreneuriat, on voit profession libérale, comme vous le dites, ou encore créer des grosses entreprises. Et on a un regard péjoratif, j'ai envie de dire, sur ces personnes-là qui, eux, entreprennent, mais d'une autre manière et qui arrivent à subvenir à leurs besoins et qui parfois ne sont pas allés très loin dans les études, mais qui arrivent quand même à avoir une certaine indépendance financière grâce à ça et qui l'assument. Mais malheureusement, elles ne sont pas reconnues. Moi, je trouve que c'est les plus courageuses d'entre nous, je dirais. C'est juste de passage, Dr Néné Defa Oumoukan a écrit un livre qui s'intitule L'entrepreneuriat féminin en Mauritanie,
où elle parle d'une manière ou d'une autre de certaines femmes qui entreprennent et tout. Donc, pour montrer que justement, quand on parle de l'entrepreneuriat, ça concerne vraiment plusieurs profils. Après, on peut catégoriser sous forme de profession libérale, femmes non instruites ou qui font de petits commerces, femmes ou bien sous forme d'entrepreneuriat qui renferme les gens qui ont de très grandes boîtes, de grosses boîtes qui travaillent. L'entrepreneuriat industriel, par exemple, donc là, de très grandes boîtes et tout là où ils produisent. Donc, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, mais le dénominateur commun demeure l'entrepreneuriat tout simplement. Effectivement. Alors, je vais revenir sur une question que M. Gako Ismail nous pose. Peut-on concilier le travail de la femme et le fait de gérer le foyer? Bon, c'est ce qu'elles font, conciliable ou pas, elles n'ont pas le choix. Donc, c'est ce qu'elles font. Donc, elles essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts, à la fois le bout professionnel et le bout familial, conjugal, tout simplement. Avant de partir, elles font ce qu'elles peuvent faire. Elles partent travailler, elles s'organisent. Celles qui ont les moyens de se prendre des femmes de ménage le font. Celles qui n'ont pas les moyens, elles essaient de s'organiser, quitte à cuisiner le matin ou à commencer à faire la cuisine le matin, partir, revenir durant la pause, servir, manger, repartir ou trouver une façon de travailler, même si ce n'est pas à temps plein. Donc, d'une manière ou d'une autre, elles le font déjà. Elles n'ont pas autre choix aussi. Qu'elles aient des bonnes ou pas, c'est elles qui s'occupent de tout ce qui concerne le foyer, on va dire. Je parle ici surtout sur le plan donc des tâches ménagères, de tout ce qui va avec. S'occuper de la pension alimentaire, s'occuper de l'éducation, s'occuper de la cuisine, de la maison, de la propriété de la maison et tout ce qui va avec. Donc, elles le font déjà, donc tant bien que mal. Donc, même si c'est en double, voire un triple travail qu'elles font, donc elles le font quand même. Et elles travaillent plus que les hommes aussi, ça, il faut le souligner. Oui, oui, ça, je le souligne. J'étais juste en train de lire le message dans l'internaute. Monsieur Diop Ibrahima qui nous dit j'ai récemment entendu Madame Baye dire qu'il y a un article avec lequel elle n'était pas en phase dans le projet de loi pour les femmes. Peut-elle nous expliquer? Oui, oui. En fait, le projet de loi relatif aux violences de genre, aux violences faites aux filles et aux femmes en Mauritanie, donc a été retiré 2 fois par le gouvernement de l'Assemblée nationale. Donc le projet s'est juste limité au niveau donc des coulisses de l'Assemblée, donc du Parlement. Et du coup, moi, ce projet de loi, je trouve que dans l'ensemble, il est très bien. Je trouve qu'il doit être adopté. Cependant, je trouve qu'il y a 2 articles qui me laissent très perplexe. Donc, 2 articles que je remets en question. Il s'agit des articles 30 et 31, respectivement. Donc, l'article 30 dit qu'au cas où un homme véhicule des propos qui sont offensants ou qui sont jugés comme étant des propos des propos offensants pour la femme dans le cadre des réalités de genre de sa communauté, que cet homme doit être incarcéré ou qu'on doit lui fixer, qu'on doit lui imposer une amende à payer, ou cet homme va subir l'une des 2 peines. Et du coup, j'ai plus en date le délai ou bien la peine d'incarcération. Pour moi, dans un couple, ça se dispute, ça crie, pour ne pas dire ça s'insulte à la limite. Et quand on est fâché, on peut dire des propos auxquels on ne croit même pas parfois, mais juste pour et dans ces propos, il doit y avoir des propos. Donc, s'il faut à chaque fois qu'il y a cela, à chaque fois qu'il y ait cela plutôt, s'il faut interpeller l'homme, l'emprisonner ou autre, moi, je pense que c'est un point à revoir. Certes, certains propos font mal, certains propos peuvent s'inscrire dans le cadre de ce que je peux appeler ou de ce qu'on appelle la violence psychique, certes. Mais après, fixer les limites, c'est un peu compliqué. Un homme qui dit à sa femme, par exemple, tu peux pas accoucher, ou bien tu peux pas avoir d'enfant, ou bien tu n'es même pas une femme, ou bien d'autres propos, en termes de genre, c'est offensant. Et une femme qui dit à un homme, tu n'es pas un homme, un petit Hugo Dorgonsa, donc c'est offensant en termes de genre. Oui. Donc, du coup, il faut pas entrer dans la surprotection. On dit protéger les femmes, réglementer, mais il faut pas non plus que ce soit excessif et que ça crée. Moi, j'ai peur que parfois, effectivement, dans un couple, que ça crée des sortes de vengeance.
que les tribunaux soient débordés pour des questions parfois qui n'ont pas lieu d'aller jusqu'au tribunal, tout simplement. Du coup, on va revenir sur notre sujet femmes et travail. Oui. Je finis juste si c'est possible, vu qu'il a posé la question. Donc là, c'est difficile de. En fait, là, je dis pas que cette violence n'est pas à prendre en considération. Il faut la prendre en considération. Et il faut vite que ça peut offenser la femme et tout, et ça peut avoir un impact psychique chez la femme. Mais du coup, contrairement à la violence sexuelle ou à la violence physique, qui sont plus, je dirais pas plus graves, qui sont graves aussi et qui peuvent être démontrées, prouvées et tout. Moi, je pense que l'autre violence, après, il faut réfléchir sur cet article. L'article 31, et je finis par là, l'article 31, par contre, dit, oui, l'article 31 dit que en cas de violence subie par une femme, que toutes les personnes qui ont assisté donc ou qui connaissent donc qu'une femme subit une forme de violence et que ces personnes ne partent pas porter plainte ou ne le dénoncent pas auprès des autorités compétentes, que ces personnes vont se retrouver incarcérées ou qu'elles auront donc une amende à payer. Et on sait que si on adopte cette loi, cet article, si on l'applique à la lettre, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des familles entières, pour ne pas dire des quartiers entiers derrière les barreaux. Donc, les prisons mauritaniennes risqueraient d'être remplies. Parce que certaines personnes vont dire non, il y a un problème, moi je ne m'en mêle pas, je ne veux pas en parler, ce n'est pas mon affaire, je ne veux pas les dénoncer. Déjà que dans certaines sociétés, certaines violences ne sont même pas considérées comme étant des violences. La violence physique, par exemple, parfois, elle est acceptée dans certains milieux. Donc, c'est par rapport à ces deux articles que je reste très perplexe et dont je parle à chaque fois que l'occasion se présente. Sinon, le projet de loi, de façon générale, il est bien, il est acceptable et il y a même d'autres formes de violence qui devraient être prises en considération, qui ne sont pas prises en considération. Alors là, on va parler, c'est plutôt dans votre domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue social, est-ce qu'il y a des risques pour une femme qui travaille? Quel genre de risque? Je sais pas, au vu d'un point de vue social aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques? Et si oui, quels peuvent être les risques? C'est la suite de ma question, justement. Sociologiquement. Oui, ce qu'on peut dire, oui, en fait, après, on peut dire que une femme qui est active professionnellement parlant peut se retrouver avec des difficultés. Par exemple, difficultés à se marier, difficultés parfois à être acceptée dans certains milieux, etc. Donc, ça dépend. Quand, par exemple, son travail est très prenant, quand, par exemple, elle est dans le monde de la politique, on peut prendre la politique, je crois que c'est un bel exemple. Donc, quand elle est dans le domaine de la politique, par exemple, on sait que la politique, elle demande une certaine disponibilité. Donc, il faut qu'elle soit importante parce qu'on peut convoquer des réunions à minuit, on peut convoquer des réunions à 5 heures du matin, on peut passer toute la nuit en réunion, toute une nuit en réunion. Donc, il faut que la femme soit disponible. Et quand la femme, elle est liée matrimonialement ou quand la femme, elle est jeune fille et tout, et qu'on voit qu'elle ne s'assoit pas, parce que quand on s'engage dans la politique, ça veut dire qu'on ne s'assoit pas. À moins qu'on accepte de rater certaines parties. Et je pense que ce n'est pas intéressant de s'engager politiquement parlant, de ne pas assister à certaines réunions de son parti, de ne pas assister à certains colloques ou à certains événements importants. Et du coup, et là, une petite parenthèse que j'ouvre, je me rappelle d'avoir interviewé une femme importante, une femme politique très importante de ce pays. Et elle me dit, quand je suis en réunion, parfois, il m'arrive de prendre une pause, de demander la permission ou de me retirer. Je vais à la maison, je finis de faire la cuisine, je sers les gens mangent et après, je retourne je continue ma réunion. Donc, on voit pour des gens qu'on veut nommer, pour des gens qui vont détenir l'avenir de notre pays, en fait. Donc, du coup, on assiste au début, on saute le milieu, la moitié, et on revient à la fin. Et pour des gens, pendant ce temps, il peut y avoir des décisions qui vont être prises. Bien sûr. Des sujets qui vont être... Donc, l'un des risques majeurs, si je peux l'appeler ici, pour une femme qui tient beaucoup au mariage et tout, donc elle doit se dire qu'avec cet engagement politique affiché, confirmé, que ça, c'est par exemple l'une des difficultés ou l'un des blocages qu'elle pourrait rencontrer, quoique après, tous les hommes ne sont pas pareils, même si c'est un lot restreint réduit. Donc, c'est ça. Et aussi, les femmes qui sont engagées politiquement ou qui sont des consultants, qui sont tout le temps prises, tout le temps chargées ou autres, comme conséquence, elles peuvent se retrouver dans la polygamie.
moi, je connais une femme que j'ai interviewée qui me dit, ah oui, mon mari a fini par prendre une seconde femme parce qu'on l'a poussé, sa famille a dit qu'il n'était jamais ici et tout. Donc, du coup, là, il s'agit vraiment de conséquences, de risques de conséquences. Oui. Pour les femmes. Et du coup, le mari a pris une seconde épouse, une façon de dire, va tranquillement à tes préoccupations politiques, c'est bon. Une femme qui s'occupe de moi. Là, j'ai quelqu'un d'autre. Du coup, c'est bon. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des blocages. Bon, je dirais des blocages. Après, ça dépend de la femme, de ses aspirations et de ce qu'elle veut. De sa mentalité, de son entourage. Parfois aussi, ça joue beaucoup. Un homme qui t'aime, il te prend avec tes ambitions, tes engagements et tout. Donc, après, alors, vous avez parlé de politique, effectivement. Aujourd'hui, comment on peut expliquer qu'en Mauritanie, il n'y ait jamais eu de première femme ministre ou de femme ou encore de président, encore moins de président? Pourquoi les femmes en Mauritanie ne sont pas très présentes dans la sphère politique? Bon, par rapport à ça, d'abord, on va dire que d'une manière ou d'une autre, il y a toutes ces réalités socio-culturelles dont on vient de parler, toutes ces lourdeurs socioculturelles qui ne facilitent pas du tout la tâche. Ça, il faut le dire, et on ne peut cesser d'ailleurs de le dire. Et ces réalités font que, et aussi l'image de la femme, les stéréotypes et tout ce qui va avec, tout ça fait que les Mauritaniens ne soient pas prêts d'élire une femme comme présidente de la République. On a eu 2 femmes candidates aux élections présidentielles dans l'histoire de notre pays et tout. Et du coup, je crois que toutes les deux, elles ont dû avoir un taux d'élection de 0, quelque chose du genre, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, même pas 1%. Elles n'ont même pas capitalisé le taux d'1%. Ce qui veut dire que c'est interpellant à plusieurs égards. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et aussi, très souvent, ces femmes, parfois, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, parfois, il s'agit de candidatures stratégiques. Un président peut dire, ou bien un parti politique peut dire, oui, il faut que tu déposes. Là, comme ça va un peu animer en quelque sorte l'élection présidentielle. On va voir qu'il y a une femme. Maintenant, cette femme, parce que pour être femme politique, surtout pour se présenter aux élections présidentielles, il faut préparer en amont le terrain. Il faut préparer en amont le terrain. On ne peut pas se réveiller à 10 jours avant les élections pour déposer sa on est voué notre candidature est vouée à l'échec a priori. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner. Aussi la société mauritanienne, je pense, avec tout ce qui a été dit ici, et la conception qu'on a de la femme, de ce être parfois mineur ou autre qui ne peut pas gérer et tout. Donc tout cela explique tout simplement le fait qu'il n'y ait pas de président de la République. Et aussi, il n'y a pas de candidature sérieuse. Moi, je pense que jusqu'à présent, on n'a pas de candidature sérieuse aussi. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a. Et aussi, par rapport, par exemple, aux femmes premières ministres, moi, je féminise les mots, même si c'est pas encore accepté par l'Académie française ou autre. Donc, du coup, moi, je pense que cette question, par exemple, pour être président, il faut être élu. Donc là, c'est le peuple. Pour être député, il faut être élu. Pour être maire, il faut être élu. Mais au niveau des nominations, les nominations relèvent de la responsabilité du chef de l'État. Du chef de l'État, du président de la République. Donc, du coup, depuis 1960 jusqu'à présent, depuis l'indépendance de ce pays jusqu'à présent, on n'a jamais eu de femme première ministre, donc de femme chef de gouvernement. Et aussi, on n'a jamais eu de femme au sein de certains postes ministériels. Je fais allusion au ministère de la Justice, je fais allusion au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'Intérieur aussi et de la décentralisation. Finance, c'est la même chose. Le ministère des Affaires étrangères, on n'a jamais eu de femme. Pétrole, mine, énergie, économie, parce que les ressources nationales de ce pays, 20% des ressources nationales de ce pays, ça vient de là-bas, de la pêche, des ressources maritimes. Donc là, pour ne citer que ces postes, l'éducation nationale aussi. L'éducation nationale, on a eu 2 femmes, on a eu, même ces 2 femmes ont été, il faut le dire, ont été nommées dans ces postes stratégiques parce que c'était dans des contextes extraordinaires. La première femme ministre de l'éducation. Pour le respect de quotas. Non, pas ça. La première femme ministre de l'Éducation, c'est quand l'ex-président Abdelaziz a fait le coup d'État et qu'il a eu l'Union européenne à son dos parce que l'Union européenne était contre. Les femmes, du coup, dans le gouvernement qu'il a mis en place, dans le gouvernement de transition qu'il a mis en place, il y avait une femme ministre de l'Éducation. Donc, et ça, on sait très bien que c'était pour 1 an et quelques, je sais pas, 2 ans. Et la deuxième fois, c'est durant le dernier gouvernement de l'ex-président Aziz aussi. C'est là où on avait une femme encore, c'est Naramet Mouknas,
C'est là où on l'a vu. Et même ça, c'était dans le dernier gouvernement, les gens tendaient vers les élections présidentielles. Donc, pour montrer qu'elles n'ont pas été nommées dans des contextes ordinaires. Mais pour des raisons stratégiques. Il n'y a pas d'enjeu. De toutes les façons, c'est pour quelque temps, elles vont partir. Voilà, c'est pour des raisons purement stratégiques. Bien sûr, à part ça, tous ces ministères que je viens de citer, on n'a jamais vu de femmes. Le ministère qui appartient aux femmes, et les femmes ne le partagent avec personne, c'est le MASEF. Comme on l'appelle parfois pour raccourcir le ministère des femmes. Il s'agit du ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance. Donc là, on a tout le temps des femmes. C'est pour dire qu'en Mauritanie, et les autres ministères, c'est plus le ministère de l'élevage, commerce, entre autres, MASEF, c'est là où très souvent on retrouve des femmes. Donc tout le temps, on peut les ramener. Affaires étrangères, Naham Toumknas a été là-bas et tout. Donc c'est pour dire que très souvent, il y a des ministères, les ministères sont genrés parfois. Il y a des ministères masculins, c'est verrouillé, les femmes n'y entrent pas. Et il est temps, vraiment, il est temps, et c'est pour moi l'occasion de tirer vraiment la sonnette d'alarme, qu'il y ait une certaine ouverture au sein de ces ministères. Moi, j'aimerais bien voir une femme mauritanienne chef de gouvernement. Et ministre de la Défense. Bien sûr, chef de gouvernement, c'est vraiment... Voilà, c'est plus vaste. Effectivement. Oui, ministre de la Défense, de la Justice, Finances, Pêche, Pétrole. En fait, là, il s'agit des ministères clés. Des ministères clés. Là où on retrouve il s'agit des... Tout se joue. On peut le dire. Tout se joue au sein de ces ministères. Donc, on doit vraiment avoir des femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes. Il faut surtout le souligner, parce que souvent, les gens nous disent, pour des questions de quota, on voulait qu'on mette des femmes. Mais non, il faut dire qu'il y a des femmes qui sont compétentes, qui sont aptes à occuper ces postes, autant que des hommes. Il faut vraiment, moi, je tiens à souligner ça, parce qu'on entend souvent des questions de quota, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans des histoires de quota, on est aussi dans des histoires de compétences, qu'on sait qu'il y a les ressources, les compétences sont là. Il y a des femmes qui sont aptes et qui ont toutes pour occuper ces postes. Si on veut nommer des femmes compétentes, au même titre que les hommes qu'on le nomme, on va les avoir. Mais c'est ce que je disais. Franchement, les femmes compétentes ne manquent pas en Mauritanie. Les femmes n'ont plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Dans tous les domaines, d'une manière ou d'une autre, même si nous sommes minimes, on nous retrouve. Je donne un exemple. L'exemple d'une femme vraiment influente sur le plan politique, qui a fait ses preuves sur le terrain, Nahamid Mouknas. Elle est chef de parti. Elle est à la tête du 3e parti de ce pays, qui vient après l'UPR et le parti de Tawassoul. Donc, elle est sur le 3e parti de Mauritanie. Elle a été élue députée à 2 reprises. Ça fait 20 ans qu'elle tourne entre les ministères. Donc, qu'elle tourne entre certains ministères. Elle parvient pas à pénétrer certains ministères. Par exemple, Naha, moi, je verrais personnellement bien Naha devenir la première ministre mauritanienne. Et pourquoi pas? 20 ans qu'elle tourne, d'une manière ou d'une autre, qu'elle est dans le gouvernement, qu'elle tourne. Ça fait longtemps qu'elle est dans la politique. Le 3e parti de ce pays, député, plusieurs ministères. C'est juste un exemple que je donne. Un exemple parmi d'autres. Elle a ses diplômes et tout. S'il faut parler de effectivement, c'est la compétence qui manque. Bien sûr, pourquoi elle n'est jamais sortie du cercle des ministères qu'elle occupe? Elle pourrait être la prochaine chef du gouvernement mauritanien. Qui sait? Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes à occuper ces postes-là. On connaît des femmes qui ont été des députées et qui ont défendu. Moi, on a l'honorable député Kadiata Malik Diallo que moi, les exemples ne manquent pas. Que j'adore et je vais être dans l'excès, mais que j'idolâtre en tant que femme, j'ai envie de dire, qui est une battante. Donc, je pense que les ressources ne manquent pas. Donc, les ressources ne manquent pas, mais effectivement, on peut faire face à des questions de quota. Que ce soit du côté négro-mauritanien, tout comme du côté mort, franchement, les ressources ne manquent pas. Ne manquent pas, effectivement. Malik Diallo, comme vous l'avez dit, et ça, personne ne peut le remettre en question, qui se bat sur le terrain, qui a fait ses preuves pendant des années. Moi, j'ai eu à la rencontrer, à l'interviewer, je l'ai écouté avec beaucoup d'admiration et tout. Quand elle parlait de ses débuts dans le monde politique, je l'avais interviewée en 2018 et tout. Et franchement, il y a de tas d'autres femmes. Là, si on les cite, la liste, elle ne va pas être... Elle est longue. Elle va être longue. Alors,
On va être à court de temps. C'est un sujet où il y a tellement de choses à dire que une heure, malheureusement, ne suffirait pas. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je vais juste poser une question qu'un internaute qui a posée avant de clôturer. Dit, pensez-vous que la parité entre hommes et femmes dans la société mauritanienne, surtout nous qui sommes un pays islamique, que pensez-vous de cela? Comment cet internaute s'appelle? Parce que c'est mon cousin qui est à côté de moi, qui l'a posé. Momo Diagana. Je ne veux pas y répondre. Je ne répondrai pas à sa question. C'est une question piège. Depuis ce matin, il me cherche. Donc, je ne veux pas lui donner cette occasion. Par solidarité féminine, permets-moi de ne pas y répondre. Eh ben, je te le permets par solidarité féminine. Mais je pense que je vais juste apporter une petite précision pour dire que aujourd'hui, nous, tout ce qu'on veut, c'est pas aller à l'encontre de la religion, c'est pas aller contre ce que nous dit la religion, c'est dire que on a le droit de travailler, on a les compétences, on peut occuper certains postes et que on ne doit pas être réduit qu'à être une bonne épouse, une bonne femme au foyer, qu'on peut participer et qu'on participe déjà au développement du pays, qu'on participe déjà à l'éducation de nos enfants, mais qu'on peut aussi avoir une place plus importante et qu'on peut l'équiper et l'assumer. Donc, c'est pas à l'encontre des valeurs religieuses. Pour votre cousin. Et juste pour compléter ce que vous avez dit, il est là, donc vous le voyez, il me cherche. Bonjour, son cousin. D'accord. Donc, je vais finir par dire, par exemple, bon, ce que vous avez dit, c'est ça, en fait, laisser les femmes travailler, les femmes étudier, les femmes s'émanciper, les femmes avoir une certaine place. Je ne vois pas en quoi cela peut remettre certaines valeurs religieuses en question. Parce que si on prend même Khadija Anha, donc, qui a été l'une des épouses aimées du prophète et tout, le prophète a travaillé pour elle. Donc, pour ne donner que ces exemples, et on voit que le prophète, parfois, il y avait des femmes qui assistaient à ces guerres, etc., qui étaient là pour soigner ou pour faire autre chose. Donc, il a été entouré de femmes durant toute sa vie. Pour ne donner que ce genre d'exemple, si ça allait à l'encontre de la religion, je pense que le prophète allait demander à Khadija d'arrêter toutes ses activités ou simplement il n'aurait pas... On ne citerait pas certaines femmes, d'ailleurs, dans le Coran. Donc, c'est ça. L'essentiel est que la connaissance, le travail et certains autres points qui renforcent ou qui permettent le bien-être de la femme, son émancipation ou autre, je vois pas en quoi cela pourrait être vraiment donc enfin dans le cadre de la religion, tout simplement. Alors, on va finir juste avec cette phrase, très belle phrase du sociologue Cheikh Sadbou Camara, paix à son âme, qui disait en ce sens que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Je pense que c'est une très belle phrase. Aujourd'hui, comment les Mauritaniens comprennent cette affirmation? Je dirais que certaines personnes, certains Mauritaniens ont compris cette affirmation. Ils ont compris que l'éducation des filles était une chose très importante. Donc, je pense fortement que les Mauritaniens ont de plus en plus conscience de cela, que ce soit les hommes tout comme les femmes. Parce qu'on voit que de nos jours, les parents se battent, ils tirent à tirer le diable par la queue, ils se battent pour scolariser leur enfant, leur fille, et cela concerne les différents milieux. Et je pense qu'en scolarisant ces enfants et en faisant de telle sorte parce que derrière, c'est quoi? C'est la connaissance, le travail et l'apport économique de façon générale. Donc, en faisant cela, on sait qu'on rend donc les femmes autonomes et le mariage va venir sûrement après. Je pense que les Mauritaniens comprennent de plus en plus cette étudier avant de vous marier. Et le professeur Cheikh Sadbou Camara, que son âme repose en paix, n'a pas cessé durant toutes ces rencontres de motiver les femmes, de les pousser. Moi, je me rappelle quand j'étais à mes débuts, il m'a vraiment aidé et tout. Donc, pour lui, donc l'éducation des femmes, leur développement, leur bien-être, tout cet ensemble est très important. Je pense qu'il avait tout compris et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens s'inspirent de ça et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, une femme émancipée, une femme instruite, une femme qui travaille n'est pas en danger pour la société, mais plutôt un énorme apport. Ça ne peut contribuer qu'à l'avancement et au développement d'un pays. Donc, je
Je crois que les jeunes doivent vraiment comprendre cela. Surtout les jeunes, ils doivent comprendre cela et savoir qu'on n'est pas obligé de suivre le même schéma que nos grands-parents et nos pères. Et par rapport à la jeunesse aussi, il ne cessait d'ailleurs de citer tout le temps la citation de Franck qui disait très souvent que chaque jeunesse, pour paraphraser, doit dans une relative opacité découvrir sa mission, donc pour la trahir. Et la découvrir, c'est la découvrir, étudier, se former, diriger son pays, donc de la plus belle des manières. Oui. Alors sur cette belle affirmation, je pense que on a épuisé notre temps, on a un peu dépassé d'ailleurs, mais c'est un sujet tellement vaste, tellement riche, il y a tellement de choses à dire que on pourrait y passer la nuit. En tout cas, je vous laisse faire une petite conclusion, dire votre mot de la fin et lancer un message aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous regardent. Et aux jeunes hommes aussi. D'accord. En fait, moi, ce que je dirais aux femmes, c'est d'étudier. Si elles peuvent encore étudier, vraiment qu'elles étudient. Pendant qu'elles sont jeunes, pendant qu'elles ne sont pas mariées, qu'elles profitent de ce temps de célibat pour étudier, pour se concrétiser, pour réaliser quelque chose sur tous les plans, à tous les niveaux. Donc, pour terminer leur études, essayer de trouver leur voie professionnelle. Comme ça, quand le mari va venir, ça va trouver que on pense que le terrain a été balayé à plusieurs égards. Parce que se marier en étudiant, se marier en venant de commencer le travail, parfois ce n'est pas évident parce que le mariage incombe des responsabilités et on sait que chez nous, quand on ne se marie pas qu'avec l'homme, on se marie avec l'homme, mais avec la belle famille, avec sa famille. Donc, si on vit avec dans la famille de l'homme, ça devient d'autres charges supplémentaires. Quand on vit, même quand on vit qu'avec l'homme, il s'agit de charges supplémentaires. Quand on vit avec la belle famille, les charges sont beaucoup plus colossales. Quand cette belle famille ne nous met pas les bâtons dans les roues, bien sûr, comme on le dit, parce que ça arrive parfois. Et du coup, genre, ça devient compliqué. Vous êtes chez vos parents, vous avez une certaine liberté de grâce. C'est ce que je dis tout le temps aux filles que je rencontre sur mon passage. De grâce, étudiez, profitez-en, parce qu'il arrivera un temps où vous allez dire, et pourtant, j'avais le temps, j'aurais pu faire. J'aurais pu faire. À ce moment-là, vous serez sur le remords, le regret qui sera donc, c'est ça. Et juste pour finir, je remercie une fois de plus Jérémy pour cette invitation. Et je suis vraiment enchantée de partager ce plateau virtuel avec vous, une fois de plus, Aïssata. Merci à Seydou Wan aussi. Merci à tout le monde. Et j'espère que les internautes ont apprécié l'émission et qu'ils ont appris, ils en ont tiré quelque chose, des leçons, un message ou autre. Et une fois de plus, merci beaucoup. J'en suis certaine. En tout cas, nous, RMI Info, l'équipe d'RMI Info, on est honorés de vous avoir reçu aujourd'hui dans ce plateau virtuel, d'avoir échangé avec vous sur ce sujet très important. Et je pense que les internautes ont compris. Et pour finir, on va juste dire ce que je dis toujours à mes sœurs. Travaillez doublement, travaillez triplement si nécessaire. Travaillez quadruplement si nécessaire, mais dites-vous que vous ne devez pas abandonner à cause des stigmatisations. Continuez, battez-vous et vous allez voir un jour, on vous respectera. Et ça, c'est que le travail qui peut nous l'accorder. En tout cas, j'encourage toutes les jeunes filles qui nous regardent à étudier, à travailler, à prendre exemple sur des personnes comme vous, à aller au bout des études. Vous également. J'espère vraiment que cette émission leur permettra d'en tirer des leçons, entre guillemets, ou en tout cas une motivation. Merci beaucoup, Baye. Je remercie nos internautes pour leur participation, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de l'Heure des questions avec un nouveau thème. Salut.